la Réunion, ex-île Bourbon, les débuts de son peuplement et la coexistence interraciale. Alors la deuxième partie de ce titre peut être vue aujourd'hui comme un préjugé de race. Nulle intention de ma part de réveiller de vieux démons sur les différenciations dues à la couleur de la peau ou des traits ethniques. Mais quel terme utiliser autre que celui d'interracial pour parler du métissage physique? L'île de la Réunion était une terre inhabitée au XVIIe siècle. Cette affirmation ne peut être contestée malgré quelques thèses, et je mets bien le mot thèse entre parenthèses, de rares historiens locaux qui pensent qu'il y aurait déjà eu des habitants auparavant. Ils reposent leurs croyances sur des textes arabes du VIe siècle disant avoir aperçu de bien curieux indigènes, les Négritos d'Andaman, 2 semaines avant son décès. Mon grand ami historien, le professeur Sudel Fuma, qui était également mon directeur de recherche à l'Université de la Réunion, et qu'on ne pourrait accuser de charlatanisme, paix à son âme, s'exprimait à ce sujet dans le journal Le Quotidien, daté du 4 juillet 2014. Au VIe siècle après Jésus-Christ, Madagascar et Maurice faisaient déjà mention de présence humaine. Il apparaît donc impossible qu'avec toutes les grandes civilisations navigatrices de l'océan Indien, il n'y ait pas eu de présence humaine sur l'île de la Réunion. Les navigateurs arabes ont affirmé dans leurs écrits avoir vu une femme d'une grande beauté les observer lors de leur passage au large des côtes réunionnaises, et ils affirment également y avoir vu des habitants regarder dans leur direction, avait-il clamé. L'île a donc très bien pu être occupée, c'est moi qui le dis, bien avant l'époque moderne. Quoi qu'il en soit, je pense quand même que les premiers occupants, les premiers débarqués en 1646, 12 mutins français en provenance de Madagascar, n'ont trouvé aucun habitant sur l'île. Arrivés à Bourbon, les premiers colons se retrouvent aussi démunis que les Noirs qui les accompagnent. Qu'importe de savoir lesquels arrivèrent les premiers et en plus grand nombre, et si ce furent ou non des Français. Ces 12 mutins du Fort Dauphin en 1646, ou ceux qui accompagnent Antoine Couillard, 8 Français et 6 Malgaches, mais aucune femme, en 1654, Payen, son compagnon français, et 10 Malgaches, dont 3 femmes en 1663, ou Regnault et sa vingtaine de colons en provenance de France en 1665. Cette polémique, bien inutile, ne fait que montrer l'arrière-pensée de celui qui la développe. Imagine-t-il un instant les difficultés quotidiennes rencontrées par les premiers occupants d'une île inhabitée? Leur principal souci ne devait pas être celui de leur nationalité, si on peut parler de nationalité à l'époque. Tout est à faire. Découvrir la faune et la flore locales pour s'alimenter, tracer des sentiers pour pénétrer le pays et y trouver des terres faciles à travailler à proximité des points d'eau, construire des paillotes pour se garantir des intempéries, se prémunir contre d'éventuels animaux sauvages ou venimeux. L'île Bourbon, dans ce domaine, offre un véritable havre de paix. L'eau douce se trouve partout en abondance, la nature foisonne de végétaux comestibles, de grosses tortues de terre et d'oiseaux, dont le fameux dodo, si facile à attraper puisqu'il ne peut voler. Et aucun animal féroce ou éventuellement dangereux n'occupe l'île. Bien entendu, il ne suffit plus de s'installer provisoirement. L'occupation se veut durable et pour cela, chacun doit constituer un foyer afin de créer la progéniture qui fera le futur peuple de Bourbon. Les hommes blancs qui ne sont pas mariés n'ont pour la plupart d'autre choix
que d'avoir des femmes de couleur, qu'ils ont ramenées avec eux de Madagascar ou de l'Inde. Ils les épousent sans aucun doute possible, car la morale chrétienne, surtout à cette époque, ne saurait accepter les unions libres. Un aumônier catholique débarque dans l'île le 20 février 1667. Il est d'origine portugaise et administre son premier baptême le 7 août de la même année à Étienne Pau, le premier petit garçon né à Bourbon de père et de mère français. Étienne ne laissera aucune descendance puisque son père et sa mère décident de rentrer en France alors qu'il est en bas âge. Mais ce genre de couple est loin de représenter la généralité. Anne Mousse, la première bourbonnaise, naît un an après de père et mère malgaches. Le premier enfant métis, né dans l'île, est un franco-malgache, Jacques Fontaine, dont les parents se sont mariés à Madagascar. Il sera l'aîné d'une famille de 11 enfants et pourrait être considéré comme le premier ascendant créole, le plus représentatif de ceux qu'on appellera un siècle plus tard les Petits Blancs. Notons au passage que l'appellation de créole s'applique dès cette époque à toute personne née dans l'île, qu'elle soit métissée ou non, mais que cette définition ne sera pas toujours maintenue au XVIIIe et surtout au XIXe siècle. Bien entendu, tout Réunionnais dont au moins une branche de la généalogie remonte au début du peuplement peut se réclamer des premiers sans mêler. Qu'il ait aujourd'hui des traits africains, ou plutôt asiatiques, ou plutôt européens. Car les hasards de la méiose, de la division réductionnelle et de la ségrégation indépendante des caractères ne donnent pas toujours, loin s'en faut, des phénotypes correspondant aux sources parentales. Et c'est tant mieux pour contrecarrer tout préjugé racial. C'est ainsi que notre Daniel Waro, régional, fils de Petit Blanc du Tampon, figure emblématique du Maloya autonomiste, descendant probable du premier Waro réunionnais né en 1670, peut volontiers être surnommé le Caf Blanc, même si cette dénomination semble bien audacieuse à certains intégristes méconnaissant les phénomènes de dominance et de récessivité en matière de génétique. Ce n'est pas ce genre d'hérédité qui a de l'importance, c'est l'hérédité sociale. L'intérêt que j'accorde à Jacques Fontaine ne tient donc pas tellement au fait qu'il soit métis, mais surtout qu'il soit né à Bourbon en 1673 d'une union entre un blanc et une malgache, comme beaucoup d'autres après lui. Cela bat en brèche l'idée souvent véhiculée que les relations entre eux ne pouvaient être à l'époque que de simples rapports fantasmatiques. Le mariage implique forcément un profond respect de l'autre. Sous l'Ancien Régime, on ne se marie que devant Dieu. Cette union mixte des époux Fontaine a donc un caractère religieux, ce qui prouve qu'elle n'est pas considérée comme la transgression d'un tabou. On sait qu'il est d'usage de penser aujourd'hui que les couples d'hier se constituaient par nécessité plus que par amour. Mais l'homme ne fait pas l'amour par nécessité ou par instinct comme les animaux. Seuls les sentiments sont capables de pérenniser une vie de couple. J'ai la faiblesse de penser que les sentiments humains il y a 3 siècles ne devaient pas être si différents de ceux d'aujourd'hui. L'Européen qui choisissait sa malgache ou son indienne devait l'aimer. Et même si certains ont pu se comporter de façon bestiale, entre guillemets, comme c'est encore parfois le cas aujourd'hui, et quelle que soit la race, on est en droit d'imaginer que la majorité d'entre eux étaient capables de sentiments d'amour profond, de tendresse et de fidélité conjugale à l'égard de la femme de couleur qu'ils avaient choisie. Ce n'est donc pas la mentalité générale des premiers colons blancs, ni un quelconque tabou religieux du christianisme qui créa la ségrégation raciale et surtout institutionnalisa la condition servile pour les Noirs et leurs descendants.
Ce sont bien les ordonnances royales. Défense aux Français d'épouser les négresses et défense aux Noirs d'épouser des blanches, stipule à Saint-Denis l'ordonnance du gouverneur Blanquet de la Haye le 1er décembre 1674. Cette ségrégation reposait surtout sur la stricte séparation des ordres de l'Ancien Régime qui attribuait aux nobles et aux bourgeois anoblis des vertus qu'il était inconcevable de partager avec les gueux, pourtant blancs comme eux, mais considérés d'une race inférieure. Cette ordonnance ne faisait qu'instituer une nouvelle caste encore plus basse, celle des Noirs, pour justifier son asservissement et la mise en place du système esclavagiste. Pourtant, les statuts de la première Compagnie des Indes de 1664, rédigés par François Charpentier, précisaient bien qu'il était interdit de pratiquer l'esclavage avec les naturels de l'île Dauphine, Madagascar, et ses dépendances. En réalité, cette ordonnance de Blanquet ne sera sans doute dans la pratique aucunement suivie, ni par les colons roturiers dont la plupart n'en ont eu sans doute jamais connaissance, ni par les gouverneurs locaux qui le plus souvent fermeront les yeux sur les unions soi-disant illégales bien longtemps après sa promulgation. J'imagine la tête qu'aurait fait Jacques Fontaine, le père de notre premier réunionnais métis, si le gouverneur l'avait fait venir avec son épouse malgache pour leur annoncer qu'ils n'avaient plus le droit de vivre ensemble. Seule la mort sépare ce que Dieu a uni, nous dit l'Église. En 1679, 5 ans après l'ordonnance en question, Jacques Maillot dit la Brière, par exemple, l'ancêtre de mon épouse, se marie à André Texer, une métisse indienne. Après le décès de celle-ci, en 1697, il convole avec Marguerite Daylo, une jeune mulâtresse. Le moins qu'on puisse dire, c'est que Maillot reste fidèle aux femmes de couleur. A priori, il ne semble pas les avoir maltraitées, bien qu'il buvait beaucoup. Même si les rapports de couple pouvaient avoir des aspects plutôt machistes, on voit assez mal un mari rester 18 ans avec sa femme légitime qu'il aurait considérée comme une esclave. D'ailleurs, il attend 3 ans avant de se remarier avec une jeunette qui a 35 ans de moins que lui et qui malheureusement le trompera avec un de ses fils, âgé de 18 ans et vivant sous son toit. C'est le gouverneur en personne qui s'occupera de virer le fils indigne de chez son père. Comme quoi, on ne plaisante pas avec la morale au XVIIe siècle. Autre exemple, Mathurin Garnier se marie à Marguerite Texer, la sœur d'André, en 1698. À la mort de leur fils, Jean-Baptiste, âgé de 9 ans, Garnier vend tous ses biens et suit son épouse inconsolable en Inde. Belle preuve d'amour entre un blanc et une indienne au tout début du XVIIIe siècle. Quand on voit avec quelle facilité les couples aujourd'hui se séparent, on reste admiratif devant une telle fidélité qui témoigne de sentiments d'attachement particulièrement forts. Alors tous ces témoignages sont tirés du mémoire d'Antoine Boucher de 1709. Évidemment, tous les couples ne s'entendent pas aussi bien et les scènes de ménage ne sont pas forcément à l'avantage de l'époux. Ainsi, Cécile Mousse, une créole presque noire, est une femme publique, connue de tous comme telle, et comme elle est d'une grande corpulence, on la nomme la Grande Cavale. Et effectivement, ce nom lui va très bien, nous dit Boucher, car son mari Gilles Duguin, originaire de Saint-Malo, est le seul homme qu'elle n'aime point. Mais il est obligé de la supporter, n'étant pas le plus fort. Et le futur gouverneur ne fait malgré tout aucune référence à une quelconque interdiction légale de ce genre de couple. On aurait pu s'attendre qu'il justifie à cette occasion de l'ordonnance de 1674 le couple Duguin, démontrant à l'évidence que ce type d'union mixte apparaît contre nature. 40 ans après la promulgation, Desforges-Boucher ne parle donc toujours pas de cette loi et les mariages entre noirs et blancs semblent bien aussi courants qu'au début de la colonisation. En fait, ce sont les unions entre métis qui sont les plus nombreuses, conséquences naturelles des premiers mariages. À côté de cela, on sait que des exactions intolérables
des tortures mortelles parfois, pour le seul plaisir sadique et perverse de faire souffrir, ont été infligées à des esclaves dès cette époque. Le gouverneur Boucher, toujours lui, dans son mémoire, ne manque pas de les dénoncer, sans pour autant envisager les punitions pour les coupables. Citons par exemple Gabrielle Belon qui prend plaisir à brûler ses négresses, toutes vives, non pas jusqu'à la mort immédiate, mais elle les rend si malades qu'elles en meurent, car c'est un endroit que la pudeur ne permet pas de dire qu'elle s'attache à brûler. D'une cruauté pire que celle des barbares, à l'égard de ces Noirs, elle exige d'eux plus que la force humaine ne le permet. 2 ou 3 sont morts de coups et de faim, écrit Boucher, qui ne mentionne pas son intention de les faire cesser. Étonnant quand même, puisqu'il vise déjà, semble-t-il, la place de gouverneur de l'île, s'il écrit ce mémoire sur les premiers habitants de Bourbon en rentrant en France à sa demande, c'est bien qu'il ambitionne la fonction. Mais les comportements humains et individuels sont hier comme encore de nos jours très inégaux. Jusqu'au début du XIXe siècle, et même après, le sort de l'esclave, de celui qu'on considère comme un sous-homme, dépend surtout du degré d'humanité de son maître. Patrick Dromer, par exemple, laisse vivre 6 noirs et 4 négresses dans un perpétuel libertinage. Alors on se demande si cette fausse liberté que représente la luxure n'est pas plus avilissante encore que la seule condition d'esclave, c'est-à-dire de soumission domestique. N'y a-t-il pas pire fléau pour l'homme primitif que la permissivité sexuelle et la déchéance morale, même lorsqu'il est privé de liberté tout court? L'éducation n'est-elle pas le premier devoir que doit remplir le soi-disant civilisé ou celui qui prétend l'être, tout aussi important que le respect des coutumes vis-à-vis du primitif? Et c'est pour cela que l'action des prêtres et des pasteurs, mais surtout des missionnaires, fut essentielle dans les pays colonisés, qui en gardent généralement le souvenir vivace et parfois une profonde reconnaissance. J'en ai pour preuve l'exemple de mon ancêtre, le père Francis Aupier, au Bénin, où tous les Béninois que j'ai rencontrés m'ont dit que c'était un homme admirable, exceptionnel. Pierre Maillot, quant à lui, joue avec les Noirs. Les gouverneurs lui reprochent, prétend Boucher. Il ne dit pas de quel type de jeu il s'agit, mais nous savons que trop bien comment certains se terminent, vu l'enjeu, l'argent et le sexe. L'exemple précédent dénonçait le libertinage sexuel. Ici, on accuse celui du jeu. On n'est pas très loin de nos esclavages modernes. Toutefois, si Maillot joue avec les Noirs, c'est qu'il leur accorde suffisamment d'intelligence pour être capable de rivaliser avec lui, ce qui exclut tout préjugé racial, qui lui aurait donné le sentiment de supériorité. Il n'aura d'ailleurs, comme son ancêtre Jacques d'Illabrière, que des femmes de couleur qui lui donneront une nombreuse descendance. Voilà pour Pierre. Jacques Léger fait faire par sa propre épouse les travaux pénibles, préférant de beaucoup ces négresses avec lesquelles il trouve plus d'agrément. Alors là, on dépasse le paradoxe. La femme blanche est non seulement délaissée au profit des femmes soi-disant esclaves, mais elle se voit obligée d'en occuper les fonctions. Léger est à coup sûr un odieux tyran perverse, mais son épouse, pour accepter une telle situation, ne peut être qu'une pauvre fille simple d'esprit. Alors faisons ici un rapprochement. Jacques Léger est bien l'ami de confiance d'un certain François Boucher, puisque celui-ci lui confie le soin d'ouvrir une vilaine plaie qu'il a à la jambe pour ne pas avoir à payer le chirurgien. L'opération se termine si mal que le pauvre diable doit être amputé, l'hôte ayant provoqué une hémorragie impossible à endiguer. Sachant que François Boucher est l'époux de la féroce Gabrielle Belon, on comprend mieux la vengeance de celle-ci sur le sexe de ses servantes si son mari voulait faire avec elle ce que son copain Léger faisait avec les siennes. Alors pour conclure, nous dirons que les deux compères, Léger et Boucher, sont à l'évidence de tristes salauds,
ce qui n'est pas spécifique aux colonies à ce siècle. De tels exemples de luxure existent dans les meilleures sociétés contemporaines. Et on sait bien que les femmes esclaves et plus tard les engagées n'ont pas hésité à utiliser de cette arme terrible de la séduction. Naïveté de leur part, ou manœuvre d'intrigante, perversité de leur maître, ou succombement à la tentation, il serait tendancieux de généraliser pour justifier l'un ou l'autre. Dans ce domaine, aujourd'hui encore, la frontière entre ce qui paraît légal et ce qui ne l'est pas ne permet pas toujours de donner un verdict équitable à des procès pour accusation de viol quand le non-consentement n'est pas avéré. On pourra toujours dire qu'une esclave n'avait pas le choix de dire non, elle avait cependant celui d'éviter de provoquer volontairement le désir sexuel de son maître. La bonne société blanche, nous rapporte Jean-Marie Desportes, qui est un historien lui aussi, voit augmenter l'effectif de ces vieilles filles parce que nombre d'époux préfèrent les jeunes esclaves. Plus tard, en 1791, le père Dioré vitupère contre les propriétaires qui négligent d'aimables et respectables épouses pour les nénènes cafrines et indiennes, et il les accuse même de bestialité. Alors le curé en question est raciste, puisqu'il considère l'acte d'amour entre un blanc et une noire comme bestial. Quant aux propriétaires blancs, préférant leurs servantes de couleur à leurs femmes blanches, qui pourrait dire, à part eux-mêmes, s'ils n'avaient pas de réels sentiments envers elles, affirmer de façon péremptoire qu'ils n'en avaient pas, serait déjà une forme de racisme à leur égard, racisme anti-blanc donc. Par contre, la morale chrétienne, et pourquoi pas la morale tout court, pouvait leur reprocher leur infidélité chronique. Et c'est ce qu'aurait pu faire le père Dioré, sans assimiler ses actes à des crimes de bestialité, mais simplement à des péchés, car l'adultère était bien et demeure toujours un péché mortel pour l'Église. Même dans le Code civil, un siècle plus tard, le législateur n'ignorait pas qu'un couple officialisé par la loi républicaine ne pouvait reposer sur le mensonge et l'infidélité. Il condamna l'adultère. De nos jours, nous n'avons malheureusement guère de leçons de moralité à donner dans ce domaine où plus rien de tel n'est condamnable. Bien sûr, cette douce débauche des maîtres avec leurs esclaves femmes a pu prendre chez certains, comme je l'ai déjà dit, un caractère de luxure, voire de véritable viol, mais rien ne prouve que ce fut la généralité. Ce serait oublier un peu vite le poids du groupe social sur l'individu. Nous ne sommes pas dans la société actuelle où règne la liberté individuelle, encore moins l'indifférence. Les coutumes et usages sont codés strictement et ne peuvent être transgressés aussi facilement qu'on le fait aujourd'hui. La religion chrétienne omniprésente veille à la bonne moralité de la société esclavagiste. Alors je comprends que cette expression « bonne moralité » en parlant des esclavagistes a de choquant pour le descendant d'esclaves. Car nul n'oserait dire aujourd'hui que l'esclavage a quelque chose à voir avec la moralité. Il paraît même incompréhensible que des hommes, à l'aube de devenir les nations évoluées sur le plan démocratique, se réclamant de Jésus-Christ le Messie, sauveur universel de tout le genre humain, n'aient pas ressenti le crime immense, impardonnable, qu'ils étaient en train de commettre. Je pense sincèrement que beaucoup de ces hommes-là ne sont pas morts la conscience tranquille, qu'un certain nombre d'entre eux n'acceptaient pas le système qu'on leur avait imposé et que quelques-uns ont même pratiqué un esclavage déguisé, une fausse servitude, pour qu'on ne se rende pas compte qu'ils accordaient à leurs noirs le respect dû à des hommes. Dans toutes les sociétés humaines, même les plus fermées, et quel que soit le siècle, on rencontre des anticonformistes, des résistants qui refusent de collaborer à la barbarie. Si donc il pouvait y avoir des esclaves béatement heureux à Bourbon, acceptant dans une totale inconscience leur candide servilité,
on ne peut pas imaginer qu'il n'y ait pas eu quelques maîtres charitables, profondément chrétiens, ayant la crainte de Dieu et du jugement dernier, qui ne pouvaient tolérer cette injustice et l'ont secrètement combattue. Cela ne saurait occulter la terrible condition d'une majorité des Noirs, particulièrement celle des Noirs de pioche, n'ayant à offrir que leur force physique quand ils en avaient encore, et supportant les châtiments corporels qu'on leur infligeait quand ils se rebellaient ou quand ils retournaient de marronnage. Impossible de savoir comment était utilisé le fameux cheval de bois. On sait seulement qu'il était constitué d'une barre transversale dressée entre deux poteaux. Les suppliciés y étaient probablement mis à pendre, attachés par les poignets et les chevilles, comme cela pouvait se faire aux vergues des navires pour les matelots récalcitrants. Le père Barassin, historien du XXe siècle, y fait référence à propos de l'esclave Velle, Jacques Velle, accusé d'avoir séduit et enlevé Jeanne Lépinay et condamné à être exposé durant 1 heure sur le cheval de bois. A priori, il n'est pas totalement responsable puisque la femme elle-même est invitée par le tribunal à demander à genoux devant la porte de l'église, tête et pieds nus, publiquement et à haute voix, pardon à Dieu, au roi et à la justice du scandale de s'être fait enlever de sa propre volonté par Jacques Velle. Le pauvre esclave avait-il succombé au charme d'une peau claire comme sa maîtresse à ceux d'une peau foncée? En attendant, c'est lui qui recevait la punition la plus pénible. Comme je l'ai dit précédemment, on peut penser que cette exposition sur le cheval de bois correspondait à celle qu'on faisait à bord des bateaux, entièrement nu. Le supplicié y était tout bonnement accroché par les pieds et les mains à une vergue basse. La position devait être assez inconfortable, mais surtout très déshonorante, notamment lorsqu'elle se faisait dos à la vergue, laissant les organes sexuels pendant totalement à la vue. Le respect de la dignité ou tout simplement de la vie humaine ne signifiait pas grand-chose chez des êtres qui se disaient pourtant civilisés. Et même pour les moins barbares, il n'avait pas forcément le même sens chez tout le monde. Le comportement des Blancs envers leurs esclaves devait avoir, on s'en doute, toutes les variantes possibles, allant du racisme primaire et de la brutalité sauvage au paternalisme bontain, franchouillard, qui donne parfois bonne conscience, comme ce fut longtemps le cas, bien après l'abolition, et même jusque dans les années 1970, période que j'ai bien connue.